Jérôme Billois, vous êtes partenaire cybersécurité et confiance numérique chez Wavestone. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de cybersécurité, de quoi s'agit-il exactement ? Alors très simplement, la cybersécurité, c'est la sécurité dans le cyberespace. C'est très concrètement la sécurité des données qu'on va avoir en tant que particulier, en tant que personne, lorsqu'on va échanger sur Internet, lorsqu'on va utiliser nos services de banque en ligne, des services de santé, etc. C'est aussi la sécurité pour les entreprises ou pour les États, la confidentialité des échanges qu'elles vont réaliser ou aussi la disponibilité des systèmes qu'elles utilisent sur Internet. C'est devenu un enjeu crucial pour les dirigeants aujourd'hui ? L'actualité récente avec de nombreuses cyberattaques ont montré qu'une entreprise peut vraiment être arrêtée par une attaque cyber. Certaines ont été à genoux pendant plusieurs semaines, elles ont vu leur système détruit. D'autres ont vu du vol de données de leurs clients, ce qui finalement remet en cause la confiance qu'il y a entre une entreprise et ses clients. Et on a également vu des vols de propriété intellectuelle, ce qui pose un vrai problème de concurrence ensuite pour les entreprises. Comment peut-on s'assurer contre ces risques cyber ? En matière de cybersécurité, on sait qu'une attaque arrivera un jour ou l'autre. On ne peut pas se prémunir de 100% des attaques. Donc une des bonnes mesures à mettre en œuvre, c'est celle d'avoir une cyberassurance. C'est-à-dire comme on a une assurance dans notre quotidien pour son habitation ou pour son entreprise, eh bien on va avoir une assurance qui va couvrir les activités qu'on a dans le cyberespace. Donc les entreprises y souscrivent de plus en plus. C'est des produits qui vont permettre d'un côté, comme toute assurance, eh bien, d'avoir une couverture financière. Si jamais son site web est arrêté, si jamais on a des plaintes des clients, ben on va pouvoir avoir de l'argent pour compenser ça. Mais c'est aussi des assurances qui proposent des services d'aide. Quand une entreprise est touchée par une cyberattaque, ben vous appelez votre assureur et il va dépêcher chez vous des experts cyber pour vous aider à gérer cette crise. Donc, tout le monde peut s'assurer ? Tout le monde peut s'assurer. Alors là, je vous ai fait surtout la vision de l'entreprise. Il existe aussi des assurances cyber pour les particuliers, alors qui sont moins répandues, qui permettent surtout une chose, c'est si votre image personnelle est dénigrée sur Internet, eh bien ces assurances vont vous fournir du service pour essayer de réduire la visibilité de ce contenu sur Internet, donc faire redescendre les résultats dans les moteurs de recherche, demander aux réseaux sociaux d'enlever les messages. Et une assistance juridique, j'imagine ? Effectivement, avec pour certaines ensuite une assistance juridique qui permet de poursuivre les personnes qui auraient posté des messages qui vous nuiraient. Comment peut-on créer de la valeur à partir de la cybersécurité ? Alors créer de la valeur dans la cybersécurité, c'est l'enjeu des années à venir. La cybersécurité, elle est trop souvent vue comme quelque chose qui coûte de l'argent, qui bloque les processus, qui prend du temps. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que cette cybersécurité, elle est de plus en plus demandée par le grand public. Le grand public a été sensibilisé par tous les scandales qui ont touché les réseaux sociaux, et au premier rang desquels Facebook, et on voit que de plus en plus, c'est une inquiétude pour eux. Et donc l'entreprise, en créant des offres où elle va inclure la cybersécurité, va pouvoir se démarquer sur son marché. L'exemple le plus clair qu'on a aujourd'hui dans l'électronique grand public, c'est Apple. Apple, qui, pas plus tard qu'au mois de janvier 2019, a publié une tribune incitant tout l'écosystème à devenir plus respectueux des données à caractère personnel, de la vie privée de ses clients. Et on voit qu'Apple s'oppose clairement à un Google ou à un Facebook dans la manière dont ils traitent les données à caractère personnel. Un autre point intéressant, c'est sur le véhicule autonome et connecté. Aujourd'hui, on voit que les fabricants mettent la sécurité, la cybersécurité au cœur de leurs offres. Comme finalement aujourd'hui, quand vous achetez une voiture, ce qui est important, c'est sa résistance au crash test, le nombre d'airbags qu'elle va avoir, eh bien on voit qu'elle commence à avoir des discours marketing qui intègrent des éléments de cybersécurité sur la résistance du véhicule à une attaque, sur sa capacité à continuer de rouler normalement, même si elle est la cible d'une attaque. La donnée compte, vous venez de nous le dire, de plus en plus. Parmi les actifs les plus importants des entreprises, les processus métiers sont de plus en plus digitalisés, d'où une interface d'attaque et un nombre de vulnérabilités qui augmente jour après jour. Qui sont ces hackers ? Ont-ils un profil particulier ? Quelles sont leurs motivations ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? En matière de cybercriminalité, on distingue trois grandes motivations. La première motivation, elle est idéologique. Finalement, des pirates vont attaquer une entreprise parce qu'ils n'aiment pas ce qu'elle fait, tout simplement. La deuxième motivation, et c'est la plus fréquente pour les cyberattaques, c'est une motivation financière.
Le pirate va attaquer pour gagner de l'argent, donc il va réaliser des virements frauduleux, il va voler des données à caractère personnel et les revendre, par exemple. La troisième grande motivation, c'est celle de la déstabilisation. Cette fois-ci, on attaque pour nuire à une entreprise, pour nuire à un pays et finalement l'interrompre dans son fonctionnement normal. C'est ce qu'on a vu par exemple en Ukraine avec des attaques sur le système électrique, ou ce qu'on a vu aussi sur les élections américaines, où finalement des cyberattaques sont venues troubler le bon déroulement de ces élections. Selon un rapport de l'Institut Montaigne publié fin 2018, un cyber-ouragan pouvant toucher simultanément à la fois les PME, les TPE françaises, mais également les grandes administrations, enfin quasiment une crise économique et sociale majeure. C'est un scénario qui a été élaboré avec des universités, avec des entreprises. Ça a duré 9 mois pour donc mettre ce rapport sur pied. Vous en êtes le rapporteur. Est-ce que ce scénario vous semble crédible, plausible, réaliste ? Aujourd'hui, on est dans une vague très importante de transformation numérique. Toutes les entreprises y vont. Par contre, si on regarde, toutes ces entreprises, elles y vont avec des technologies qui sont souvent les mêmes. On va retrouver des produits Microsoft très largement répandus, des processeurs Intel dans les ordinateurs qu'on utilise. Il y a 2 grands fabricants de logiciels de smartphones aujourd'hui. Et donc, on a très peu de diversité. Ça, c'est un premier point. Mais finalement, ce qu'on voit aussi, c'est que cette transformation numérique, quand on la construit, trop souvent, on oublie la cybersécurité. C'est souvent le parent pauvre des investissements. Et donc, on se retrouve avec une situation explosive. Tout le monde utilise les mêmes systèmes, ces systèmes sont fragiles. Et donc, on l'a bien vu avec les attaques qu'on a connues en 2017, si une menace arrive à un endroit dans le monde, elle peut se répandre extrêmement rapidement à l'échelle planétaire et toucher même des fois des entreprises qui ne sont pas la cible initiale de l'attaque. Donc on est face à un vrai risque systémique qui est un peu le risque d'un ouragan qui finalement, comme un ouragan va suivre son chemin au-dessus d'un pays et toucher de manière indiscernée un hôpital, des PME, un centre-ville, une grande entreprise, une usine, eh bien une attaque cyber c'est la même chose. On peut d'un seul coup avoir des pans entiers de l'économie qui sont touchés et qui peuvent être touchés durement pendant plusieurs semaines parce qu'on a vu des attaques cyber qui sont capables de détruire les ordinateurs, de rendre l'accès aux données complètement impossible et donc de bloquer complètement le tissu économique. Et quand il est question justement d'opérateurs d'importance vitale, on pense notamment aux hôpitaux, est-ce qu'ils sont prêts, eux, à ce type d'attaque? Est-ce qu'ils sont prêts à lutter? Alors face à une attaque cyber majeure, il y a effectivement plusieurs catégories d'acteurs. Il y a des acteurs qui sont critiques pour la survie de la population, pour le bon déroulement des processus vitaux de l'État. Ces derniers, ils sont visés par une loi qui existe depuis fin 2014 en France, qui est la loi de programmation militaire, qui impose qu'ils aient un niveau minimum de cybersécurité, pour justement être capable de résister à un ouragan cyber. Alors, il ne faut pas se voiler la face, tout n'est pas parfait. Mais sur ces acteurs, il y a quand même eu des investissements majeurs ces dernières années et le niveau de cybersécurité est en train d'augmenter assez rapidement. Donc je pense que d'ici quelques années, on pourra être rassuré sur leur résistance. Et qu'en est-il des PME ? Aujourd'hui, les PME, les PMI, les ETI sont souvent les parents pauvres de la cybersécurité, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est souvent des sociétés où il y a des équipes informatiques très réduites et on sait qu'aujourd'hui il y a un vrai manque de compétences en cybersécurité et donc les écoles n'ont pas formé les étudiants en informatique à ces technologies de cybersécurité et donc ceux qui sont en charge de l'informatique dans ces structures, qui en plus d'être peu nombreux, ne s'y connaissent pas en cybersécurité. Donc ils sont souvent démunis, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est qu'il y a finalement assez peu d'offres de produits ou de services qui se destinent aux PME. Et donc ça fait que dès qu'une PME veut se sécuriser, souvent il faut qu'elle achète des choses très chères et très complexes à installer. Donc on est vraiment dans une situation compliquée. C'est pour ça que dans le rapport de l'Institut Montaigne, on a souhaité mettre en avant 2 choses sur cette population. La première recommandation, c'est que les fournisseurs de services et de produits intègrent directement la cybersécurité dans des offres simples, claires, transparente et facile à utiliser. Là, c'est facile à dire, un peu plus compliqué à faire. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est que finalement, ces PME, ces PMI, ces ETI, souvent leurs clients, c'est des grandes entreprises.
Et ces grandes entreprises, elles ont depuis plusieurs années investi en cybersécurité et elles ont des compétences. Donc ce qu'on préconise, c'est qu'elles utilisent un peu de leur énergie, plutôt que de mettre dans des contrats des exigences cybersécurité qui souvent sont intenables, voire incompréhensibles par ces petites entreprises, et bien qu'elles aillent les aider sur le terrain, que certains de leurs experts de ces grandes entreprises aillent voir ces PME, ces ETI, pour les faire progresser en cybersécurité. Ça suppose une collaboration et un partage d'informations qui pour l'instant n'existe pas. Ça suppose une collaboration, de la solidarité, effectivement, mais je pense qu'on en a vraiment besoin parce qu'aujourd'hui, sur la cybersécurité, on voit que le niveau est très faible et qu'on est vraiment à risque. Et finalement, une grande entreprise, si d'un seul coup tous ses fournisseurs ne peuvent plus répondre, elle va s'arrêter. Parce que sa chaîne logistique, on le sait, elle est maintenant en flux tendu, un arrêt de quelques jours d'un fournisseur clé et la grande entreprise ne peut plus servir elle-même ses clients. Donc il y a un vrai intérêt croisé du côté des petites entreprises, du côté des grandes entreprises, même du côté des clients de ces grandes entreprises, que de promouvoir cette solidarité et ce travail en commun pour augmenter le niveau de cybersécurité à l'échelle du pays. Je voudrais qu'on revienne un peu précisément sur ces hackers. Comment ils arrivent à s'introduire? Est-ce qu'il y a des failles? Est-ce que ça passe directement, enfin, ou plus principalement par les plateformes cloud? Est-ce qu'il y a des zones particulièrement sensibles dans les réseaux? Alors ce qu'il faut voir, c'est que les pirates, c'est des gens qui sont très efficaces et qui vont aller vers la solution la plus simple. Finalement, ils ont un objectif, c'est capturer des données, les revendre ou mettre à genoux une entreprise. Et donc, pour faire ça, ils utilisent le chemin le plus direct. Aujourd'hui, le chemin le plus direct, le plus courant, c'est des attaques par les emails. Trop souvent, tout un chacun, on va recevoir des emails dans sa boîte, on va se dire, tiens, c'est bizarre, ce message, je ne connais pas la personne qui me l'envoie, ou c'est étrange le contenu. Je vais quand même cliquer pour voir. Et donc là, c'est souvent par là où le problème arrive. Et donc on va avoir ces pirates qui vont prendre le contrôle d'un premier ordinateur. Et une fois que je dirais que le verre est dans le fruit, ils vont progresser petit à petit dans l'entreprise, de PC en PC, jusqu'à atteindre leur cible, jusqu'à atteindre le serveur financier, le serveur de la production. Et donc le vecteur numéro 1 d'attaque aujourd'hui, ça reste les emails. Donc la cybersécurité dans une entreprise, ça ne concerne pas que le responsable informatique, mais tous les employés et les salariés et chaque poste de travail finalement. Alors, la cybersécurité, c'est l'affaire de tous, parce qu'effectivement, ça va être la combinaison des actions et du travail de chacun qui va permettre d'avoir un bon niveau de cybersécurité. C'est un peu le principe de la chaîne et du maillon faible. On a besoin d'avoir un maillon fort auprès des équipes informatiques, évidemment, parce que c'est quand même la majorité des actions vont être faites sur les systèmes informatiques. Mais on a besoin d'avoir un maillon fort aussi au niveau de la direction des risques, de la direction générale, qui doit comprendre le problème et qui doit donner les fonds nécessaires pour sécuriser l'entreprise. Et puis on a besoin aussi d'un maillon fort chez les utilisateurs, ceux qui toute la journée utilisent les systèmes informatiques et qui, eux, par leurs actions, peuvent mettre à risque un certain nombre d'ordinateurs ou de processus au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, la multiplication des supports numériques est grandissante. On a tous des smartphones, des tablettes, même les plus jeunes, on en a parfois plusieurs. Est-ce que cette multiplication des supports augmente le risque? Alors, la multiplication des supports et le fait que le numérique envahisse notre quotidien, effectivement, ça augmente ce qu'on appelle la surface d'attaque. Effectivement, plus il y a de terminaux, plus il y a de téléphones, plus il y a de boîtes mail, plus il y a de sites web, plus il y a de choses à attaquer. Donc voilà, c'est mécanique. Par contre, derrière, ce qui est important, c'est de voir que souvent une seule et unique personne va avoir plusieurs de ces équipements. Et donc, en sensibilisant les personnes, on va aussi avoir un effet d'échelle sur tout leur écosystème numérique. C'est pareil pour les entreprises. On a souvent la DSI qui va gérer l'ensemble des systèmes informatiques de l'entreprise. Et bien qu'ils augmentent en nombre, on arrive quand même à avoir des leviers d'action qui sont assez clairement définis. Par contre, c'est sûr que ça nécessite que tous ces équipements, que tous ces serveurs, que tous ces ordinateurs, que tous ces téléphones, eux, soient sécurisés à minima, avec une approche par les risques. Parce qu'en fait, on le sait aujourd'hui, il y a un manque de compétences, il y a aussi souvent un manque de moyens, et donc ce qui est important, c'est de sécuriser ce qui va être le plus risqué. Et typiquement, par exemple, dans un cadre personnel, qu'est-ce qui est le plus risqué? Alors on va penser immédiatement aux données financières, ce n'est pas forcément le cas. Ce qui est le plus risqué pour le grand public, c'est ces données de santé. Parce que si vos données financières se trouvent à un moment corrompu, si votre carte bancaire a été volée, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez la banque,
2 jours après, vous avez une nouvelle carte bancaire et les sommes vous ont été remboursées parce qu'on a un cadre réglementaire en France qui est très efficace là-dessus. Par contre, les données de santé, vous avez été dans un laboratoire faire une prise de sang, ils vous ont proposé les résultats sur Internet. Cette prise de sang révèle que vous avez telle ou telle maladie. Ils se font pirater ou vous ne faites pas attention à ces données quand vous les recevez dans votre boîte mail. Ben ça, c'est irrémédiable. Vous ne pourrez jamais enlever le fait que vous avez eu telle ou telle maladie. Donc si on doit un peu, à titre personnel, je dirais réfléchir à ce qui est le plus sensible ou pas, en premier les données de santé, en deuxième les données financières, et puis après toutes les données relatives à sa vie privée, son nom, son prénom, son adresse, etc. Ces supports numériques justement qui se multiplient, ils sont aussi dans les mains de personnes de plus en plus jeunes, des ados, voire même des pré-ados. Est-ce qu'il faut les former, les sensibiliser particulièrement ? C'est un enjeu clé de sensibiliser et de former les nouvelles générations. Pourquoi ? Parce que déjà, effectivement, eux partagent énormément de données, sont très très numériques. Et puis en plus, en formant les jeunes, on peut avoir un effet de ruissellement sur leurs parents, sur leur écosystème, qui vont quelque part les sensibiliser par rebond. Donc c'est clé. Aujourd'hui, c'est pas simple. Il y a un certain nombre d'initiatives parce que dans les écoles, on a des premières initiatives. On a par exemple le permis Internet porté par la gendarmerie. On a aussi une autre initiative portée par une association qui s'appelle ISA France, qui est un cahier de vacances pour les 7-11 ans, qui s'appelle les As du Web, qui permet par des jeux simples d'initier les jeunes générations aux problèmes du numérique. Et les problèmes du numérique, c'est pas uniquement protéger sa boîte mail, protéger ses données, ça c'est sûr, mais c'est aussi les initier au fait que quand des données personnelles vont être mises sur Internet, un jour ou l'autre elles peuvent être révélées, et aussi les initier au fait que sur Internet, tout n'est pas forcément vrai. Et initier très tôt à la problématique des fake news, à la problématique des informations plus ou moins détournées, vérolées qu'on peut trouver sur les réseaux, ça permet de créer aussi plus tard des adultes qui sauront avoir un esprit critique et Dieu sait qu'on en a besoin. Nous allons maintenant passer à une partie plus spécifique. Rentrons dans ce rapport, le rapport de l'Institut Montaigne, avec beaucoup de recommandations. Notamment, la première pour les entreprises cotées, donc de belle taille. Le rapport de l'Institut Montaigne préconise la rédaction d'un rapport sur les risques cyber à disposition des administrateurs, voire une intégration partielle dans les rapports annuels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Dans les entreprises cotées, un élément clé, c'est le rapport annuel qui est à destination des investisseurs, des actionnaires dans l'entreprise. Aujourd'hui, il comprend une part sur les risques, mais souvent le risque cyber va y être peu traité, voire des fois pas traité. Et les entreprises ont tout intérêt à ce moment-là à communiquer sur ce qu'ils font, alors sans révéler évidemment les détails des mécanismes de sécurité, mais montrer l'importance du sujet, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un élément clé aussi de l'évaluation financière. On voit les agences de notation financière qui maintenant envoient des questionnaires sur le cyber aux grandes entreprises. Donc cette recommandation, elle vise aussi à sensibiliser les directions générales au fait qu'il faut qu'ils soient plus ouverts et qu'ils soient aussi eux-mêmes plus au courant de ce qui se passe en matière de cybersécurité dans leur entreprise. Pour les PME, les TPE, les ETI, le rapport de l'Institut Montaigne préconise la mobilisation des réseaux de métiers du chiffre, donc les experts comptables, les commissaires aux comptes, pour réaliser un diagnostic cybersécurité annuel avec un cahier des charges minimum. Est-ce que cette préconisation vous semble suffisante ? Et pourquoi en plus mettre les spécialistes du chiffre à part ? Oui. Alors, la difficulté qu'on a aujourd'hui sur les PME, les ETI, etc., c'est qu'elles sont peu sensibilisées au sujet de la cybersécurité. Dans le cadre du groupe de travail de l'Institut Montaigne, on a réfléchi à quel est l'acteur, finalement, en qui l'entreprise, la petite entreprise, a le plus confiance. Alors, on a réfléchi à l'assureur, pourquoi pas, mais l'assureur, on n'a pas trop envie de lui parler de ses faiblesses. On a réfléchi au banquier. C'est un peu la même chose, on va être dans une relation financière avec son banquier, on va essayer d'avoir des crédits, etc. C'est pas forcément simple. Et on s'est dit que finalement, l'expert comptable, le commissaire aux comptes, c'est lui qui a déjà accès aux données de l'entreprise, c'est lui qui souvent conseille le patron de l'entreprise sur un certain nombre d'éléments, et on s'est dit que ça pouvait être un acteur qui pourrait l'éveiller, l'intéresser au sujet de la cybersécurité, en posant annuellement des questions simples, extrêmement basiques. Est-ce que vous avez des sauvegardes ? Quand est-ce qu'elles ont été testées? Est-ce que vous maintenez vos systèmes à jour? Si vous n'aviez pas l'informatique, combien de jours votre entreprise survit?
Et finalement, dans un échange comme ça, très simple, eh bien, ça va permettre d'attirer l'attention du dirigeant de l'entreprise et derrière de faire réaliser des actions qui elles-mêmes sont des actions souvent simples, mais qui sont parfois oubliées. Le rapport de l'Institut Montaigne préconise également de faire évoluer le corpus réglementaire, en particulier les textes liés à la loi de programmation militaire, pour y ajouter des exigences précises de cyber-résilience. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Les opérateurs d'importance vitale, c'est-à-dire les 200 sociétés les plus critiques en France, ont aujourd'hui des exigences réglementaires qu'elles doivent respecter en matière de cybersécurité. Ces exigences, elles datent de 2014 et elles sont surtout orientées sur la protection de l'entreprise et moins sur sa capacité à bien réagir en cas d'incident. Et on a vu en 2017, suite aux attaques WannaCry et NotPetya, qu'une entreprise pouvait vraiment être à genoux suite à une attaque majeure comme celle-là. Donc ce qu'on préconise, c'est que le corpus réglementaire soit mis à jour pour y ajouter des choses très simples, comme par exemple réaliser annuellement un exercice de crise cyber. On simule qu'on est attaqué, comment est-ce qu'on réagit, combien de temps on met à repartir, etc. Qu'il y ait des choses aussi sur la capacité à reconstruire rapidement des systèmes si jamais ils ont été détruits, et puis sur la capacité aussi à pouvoir communiquer, même en cas de crise. Parce que quand votre système d'information est détruit, quand vous n'avez plus de messagerie, comment vous faites pour échanger avec les collaborateurs? Vous ne pouvez plus. Donc ce qu'on voit, c'est si on n'est pas préparé, eh bien on va utiliser des boîtes aux lettres perso, type Gmail, Outlook, etc., des messageries type WhatsApp, etc. Alors certes, quand il n'y a plus rien, il faut bien faire quelque chose, mais c'est quand même mieux de l'anticiper, et donc d'avoir des systèmes de communication en dehors de l'entreprise qui soient prêts à être mis en œuvre le jour où il y a une crise. Une des pistes de ce rapport est la création d'un parcours de formation financé par l'État en contrepartie d'un engagement dans la réserve de la cyberdéfense pour un nombre minimum d'années afin de réaliser un appui opérationnel en cas de crise et de maintenir les compétences. Là, on rentre vraiment presque dans un domaine, une organisation militaire en tout cas, parce qu'il est question de défense. Il y a une problématique claire, c'est le manque de compétences cyber. On a des écoles qui d'un côté vont former, il y a plein de formations en cybersécurité qui se sont créées ces dernières années, mais c'est des cycles longs. À chaque fois, il faut attendre 5 ans pour que les étudiants soient formés et sortent. Voilà. Donc on a une autre piste, c'est celle qui consiste à reconvertir des personnes qui ont déjà des compétences en système d'information, en numérique, pour les orienter vers la cybersécurité. Le problème, c'est que la plupart de ces personnes ont déjà une activité professionnelle et donc faire un cycle long de formation peut présenter un problème de financement. Et donc ce qu'on préconise là, ce serait des formations qui puissent être financées par l'État, mais que derrière, en contrepartie, eh bien, ces personnes nouvellement formées à la cyber et agissant au quotidien dans les entreprises puissent consacrer une partie de leur temps aux réserves de cyberdéfense. Ces réserves, qui sont gérées aujourd'hui par le ministère des Armées, visent à avoir des actions de sensibilisation en temps normal, on va dire, en temps de paix, ou en tout cas pas en temps de crise. Et puis, le jour où il y a une crise majeure, eh bien, ces personnes-là peuvent être mobilisées pour aller aider telle ou telle entreprise, telle ou telle administration qui aurait subi des pertes importantes et qui n'aurait pas assez de personnel pour pouvoir reprendre son activité. C'est les pompiers volontaires du cyberespace. C'est un peu ça, oui, effectivement. Le rapport de l'Institut Montaigne préconise également de proposer un cadre permettant aux acteurs privés de partager le personnel et leurs compétences avec leurs pairs en cas d'attaque. Comment est-ce que cet échange-là pourrait avoir lieu ? Ce qu'on observe, c'est qu'en cas d'attaque, d'un seul coup, on va avoir besoin de beaucoup de personnel pour aider. Et des personnels formés à la cybersécurité, aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Donc ce qu'on propose dans le rapport, c'est de créer des mécanismes de solidarité inter-entreprises, soit dans le même secteur d'activité, soit même entre plusieurs secteurs d'activité. Très concrètement, c'est lorsqu'on serait face à une attaque majeure type cyber-ouragan, celle que l'on a modélisée dans le rapport, eh bien c'est que si une banque est touchée, elle puisse appeler une autre banque et que les équipes cyber, les équipes de réponse à incident, se déplacent et viennent aider celle qui est touchée. Donc ça nécessite d'ouvrir son esprit, de casser un peu les codes classiques. Aujourd'hui, les filières cybersécurité sont prêtes à ça parce qu'elles voient bien la menace, elles voient bien aussi la difficulté à gérer des crises. Et donc, il y a déjà des échanges informels entre différentes entreprises, entre plusieurs secteurs d'activité ou même au sein d'un même secteur d'activité. Par contre, c'est quand on en parle aux dirigeants des entreprises où là, souvent, il y a un frein tout de suite. Ah non, on ne peut pas, c'est des concurrents, etc. Bien sûr.
Alors qu'en situation de crise, et concurrence, ça ne fait pas forcément bon ménage. Mais alors qu'en situation de crise, on voit que tout le monde aurait y gagné parce que notre économie est quand même très très liée. Alors c'est sûr que si c'est juste une entreprise qui est touchée, il n'y a pas de problème parce qu'il y a suffisamment d'experts à disposition sur le marché, dans des sociétés spécialisées, au niveau de l'État. Par contre, si on est face à une situation majeure, c'est là où on épuise les ressources disponibles et où on aura besoin de ces situations de solidarité. C'est comme un peu ce qu'on rencontre dans les situations de catastrophes naturelles, où d'un seul coup, eh bien, il y a une solidarité qui se crée entre les personnes. On est toujours sur le rapport de l'Institut Montaigne dont vous êtes le principal rapporteur. Une autre préconisation, c'est celle de renforcer la capacité d'échange opérationnel, de signature d'attaque et d'information sur les menaces à minima entre les entreprises stratégiques par la nation via une plateforme sécurisée d'échange opérée soit par l'État, soit par un ou plusieurs des acteurs français. Un attaquant attaque rarement une seule entreprise. Un attaquant, quand il se mobilise, c'est souvent sur plusieurs entreprises et où il va réutiliser les mêmes outils. Et donc, le partage des informations sur ces attaquants, entre entreprises, avec l'État, amène une force énorme face à un seul attaquant, parce qu'on va être capable de le débusquer, on va être capable de mieux comprendre ce qu'il fait, et donc si le premier qui est attaqué partage avec les autres, on va tout de suite avoir un cran d'avance sur l'attaquant. Ces pratiques de partage, elles existent aujourd'hui dans des communautés techniques, elles existent de manière informelle. Ce qui va être important, c'est de l'industrialiser dans le futur et aussi de ne pas y voir qu'une pratique commerciale et monétaire, parce qu'aujourd'hui, ces informations, certains acteurs les captent et vont les revendre. Ce qu'on pense, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait du partage qui se fasse à l'échelle d'un pays pour assurer finalement la résilience de ce pays face à des attaquants sans forcément y mettre une dimension commerciale trop importante. Et quelle est la position de l'État par rapport à cette préconisation-là? Alors l'État et en particulier l'Agence nationale de cybersécurité, l'ANSSI, est plutôt positif face à ce type de recommandations. Elle encourage le partage. Il faut quand même rester attentif sur le fait que, à ses yeux, tout ne peut pas être partagé. Parce que des fois, partager de l'information sur un attaquant et donc l'intercepter rapidement quand il commence une nouvelle attaque, c'est aussi démontrer qu'on a vu ce qu'il faisait. Et donc démontrer aussi les capacités qu'a l'État, par exemple, à détecter les attaques. Donc des fois, l'État, pour des raisons stratégiques, préfère garder ces informations secrètes pour suivre un attaquant sans forcément révéler à l'attaquant qu'on sait qu'il est là. Il est également question de mobiliser le tissu économique et l'État autour de l'intelligence artificielle pour détecter les attaques et réagir rapidement, sécuriser l'intelligence artificielle pour prévenir les dérives. C'est un vaste programme, est-ce qu'on est prêt à le faire? L'intelligence artificielle, c'est une chance pour la cybersécurité. Aujourd'hui, on en est vraiment au début, mais moi j'y vois vraiment un intérêt dans le futur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, des menaces cyber, c'est des choses qui sont extrêmement rapides. Je peux vous reparler de l'attaque NotPetya qui a eu lieu en 2017. On a vu des systèmes d'information complets, centaines de milliers de machines, des milliers de serveurs détruits en 45 minutes. Donc finalement, c'est un rythme qu'on ne peut pas suivre à l'échelle humaine. Donc on va être obligé dans le futur d'avoir des systèmes de cybersécurité qui vont prendre des décisions de manière plus ou moins autonome pour être capable d'interrompre des attaques. Donc on a tout intérêt à investir en cybersécurité dans l'intelligence artificielle pour arriver à ça. Mais il y a un autre pendant, c'est finalement déjà sécuriser l'intelligence artificielle. Cette technologie, elle se répand énormément dans les entreprises aujourd'hui. On le voit dans des choses très visibles, par exemple les chatbots, quand on va sur le site de son assurance pour demander un certain nombre d'éléments. On le voit aussi, par exemple, dans les systèmes anti-fraude, où aujourd'hui beaucoup de fraudes sont arrêtées par des systèmes de détection automatique basés sur l'intelligence artificielle. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces systèmes, c'est des systèmes nouveaux qui viennent d'être conçus et malheureusement, parfois, souvent, on a encore oublié de mettre de la cybersécurité dedans. Et donc on peut imaginer des scénarios où, par exemple, sur le chatbot de son assurance, si aucune barrière n'a été mise, on peut tout simplement poser la question, quel était le numéro de carte bancaire du client précédent? Et l'intelligence artificielle, parce qu'elle souhaite rendre le meilleur service à son client, peut répondre. Voilà. Donc c'est un des exemples, c'est très gênant, et c'est un des exemples concrets de scénarios qu'il faut prendre en compte. Il faut savoir quelque part mettre des barrières, réfléchir à cette manière de faire que l'intelligence artificielle ne soit pas détournée
de son usage initial. Le rapport de l'Institut Montaigne préconise d'inciter et de donner un cadre aux entreprises sur la mise en place d'une stratégie de défense active, mais sans pour autant sortir du cadre législatif. Est-ce que c'est possible et réalisable rapidement ? Une entreprise, quand elle est attaquée, actuellement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lève le pont-levis, elle se barricade chez elle et elle attend que ça passe. Alors, c'est le minimum à faire, évidemment, mais on peut avoir une stratégie de défense qui soit plus active. Alors, il ne faut pas aller trop loin, mais on peut par exemple imaginer que si l'attaquant est en train d'attaquer depuis un serveur qui est chez un hébergeur connu ou qui est à proximité, on peut contacter cet hébergeur, lui signaler un comportement étrange sur cette machine pour que lui investigue et puisse potentiellement couper l'attaque. Donc il faut réfléchir en dehors de chez soi, quelque part. Et ça, c'est assez nouveau dans les équipes aujourd'hui de cybersécurité. Par contre, attention, il y a une barrière à ne pas franchir, c'est celle qu'on appelle le hackback, c'est-à-dire finalement la contre-attaque cyber. Il ne s'agit pas d'aller contre-attaquer pour que chaque entreprise décide d'aller détruire les systèmes de l'attaquant, parce que finalement, ce n'est peut-être pas les systèmes de l'attaquant, c'est peut-être les systèmes d'une entreprise qui s'est fait pirater avant, et on pourrait avoir des effets collatéraux qui seraient dramatiques. On ne veut pas que le cyberespace se transforme en Far West, c'est pas du tout l'idée. Ce qu'on veut par contre, c'est que les entreprises aient une réflexion plus large, plus poussée, plus active dans leur défense cyber. Toujours d'après le rapport de l'Institut Montaigne, l'une des préconisations importantes, c'est d'imposer un label de cyber-résilience pour les équipements les plus à risque, pour pouvoir continuer à agir en cas de crise et préserver évidemment les vies humaines, puisque c'est ce qui compte avant tout. Les objets connectés, au sens large, ils envahissent notre quotidien. On en a dans notre salon, on en a dans nos entreprises. Souvent, c'est des objets qui amènent du confort, qui sont peu sécurisés, mais qui finalement vont nous faire courir peu de risques. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des nouvelles catégories d'objets connectés qui arrivent. Là, on parle de voitures connectées, on parle d'avions connectés, on parle de trains connectés. Et donc là, le risque, il change complètement de dimension, parce qu'on va avoir un risque sur l'individu, la personne, des blessures, pourquoi pas jusqu'à des morts, en tout cas, on ne le souhaite pas. Donc par cette recommandation, notre vocation, c'est d'arriver à pousser les fabricants de ces objets connectés majeurs, de grande taille, on va dire, à avoir un label qui garantisse la cyber-résilience des mécanismes de sûreté dans ces objets. Prenons un exemple concret. Ce qu'on veut, c'est que dans une voiture connectée autonome, quand on appuie sur la pédale de frein, que le frein marche, même s'il y a une cyberattaque en cours. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour préserver les vies humaines, évidemment, mais aussi pour garder la confiance des utilisateurs de ces objets et puis finalement permettre le déploiement de ces nouvelles technologies. Est-ce que vous aviez réfléchi éventuellement à qui pourrait donner ce label, qui pourrait vérifier, etc., auditer ? Ce label de cyber-résilience, il y a plusieurs pistes pour le donner. Il y a des réflexions actuellement en cours, par exemple à l'échelle de l'Europe, pour déjà avoir un premier label sur les objets connectés pour garantir vraiment un niveau minimum de cybersécurité. Là, on pourrait imaginer des étapes supplémentaires. Donc ça pourrait être à l'échelle de l'Europe, ça pourrait être aussi à l'échelle de la France. On a aujourd'hui auprès de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information des laboratoires qui qualifient des produits et donc qui remettent déjà un certain nombre de labels. Alors c'est des labels qui sont plus dédiés à la confiance numérique, à la solidité, à la sécurité des objets. Il n'y a pas encore de label sur la cyber-résilience, donc la capacité à résister en cas d'attaque cyber, mais pourquoi pas, ça pourrait être porté à ces deux niveaux. Le 12 novembre dernier, à l'occasion de la réunion à l'UNESCO du Forum des gouvernances de l'Internet, le FGI, le président de la République, Emmanuel Macron, a lancé l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace. Que contient cet appel finalement ? Alors cet appel, il contient des principes qui sont importants pour garantir la stabilité et la confiance dans le cyberespace. Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'en regarde un qui me semble très important, c'est en particulier sur le fait que dans le cyberespace, le droit s'applique. En fait, il y a une tendance qui voudrait que le cyberespace, toutes les règles du droit entre États, etc., ne s'appliquent pas forcément. Non, je pense que c'est quelque chose où on doit reprendre les bons principes qu'on a dans notre droit existant et faire que dans le cyberespace, il s'applique.
Effectivement, il y a certainement des aménagements à avoir, parce qu'on n'est pas tout à fait sur la même chose, on est dans un espace numérique par rapport à un espace physique, mais les grands principes qui régissent le droit aujourd'hui doivent clairement s'appliquer. Un autre point intéressant dans cet appel, c'est le fait que les entreprises ne contre-attaquent pas lorsqu'elles sont attaquées. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour pas que l'Internet se transforme en un grand Far West. Donc cet appel de Paris, finalement, est assez positif pour la voie de la cybersécurité. L'appel de Paris, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour qu'on ait de la confiance et de la stabilité dans le cyberespace. Aujourd'hui, Wavestone, justement, a rejoint cet appel de Paris. On s'est inscrit dans cette démarche et tous les principes qu'il met en œuvre, on les applique dans les missions qu'on réalise au quotidien, que ce soit lors de nos tests d'intrusion ou que ce soit lors, par exemple, de réponse à incidents lorsqu'on aide des clients à résister à des cyberattaques. Merci Jérôme. Merci à vous.